On dit que la Méditerranée a été le berceau de la chasse sous-marine moderne. Son développement et son succès s'expliquent à la fois par ses eaux claires et tempérées et sa diversité d'espèces. Aux côtés de ces poissons côtiers qui nous sont familiers, il en est d'autres moins connus du grand public et beaucoup plus spectaculaires compte tenu de la taille et du poids qu'ils peuvent atteindre. Je veux parler des liches et des cérioles. Avec elles, nous entrons dans une autre dimension de la chasse sous-marine. Pour découvrir cette chasse au gros, nous allons rencontrer des chasseurs méditerranéens qui lui vouent une passion quasi exclusive, puis partir au loin parce que la passion de ces poissons ne se limite pas à notre mer. Le premier d'entre eux est Olivier Bardou, qui fut vice-champion d'Europe de chasse sous-marine et quintuple champion de France. Il a fait un choix professionnel raisonné pour se reconvertir en fin de carrière sportive, mais ce n'était pas évident au départ, quoi qu'il en dise. Au sortir de ma carrière de compétiteur, il fallait prendre une direction professionnelle durable, donc tout naturellement, eu égard à l'expérience qu'on a pu tirer par la pratique de la chasse sous-marine, j'ai décidé de m'installer comme pêcheur professionnel. La transition n'a pas forcément été évidente parce que les bases et les connaissances sous-marines qu'on peut avoir sont difficilement transposables aux techniques de pêche hors de l'eau, à vrai dire. Et donc il m'a fallu 2-3 années pour commencer à prendre un peu mes marques. Et puis l'accueil, j'allais dire, de mes acolytes pêcheurs professionnels n'a pas été non plus chaleureux dans un premier temps, car ils ont quand même pas mal d'a priori sur les pêcheurs sous-marins. Mais bon, par la suite, ils ont vu que le mode de capture était quand même respectueux de l'environnement. Et donc maintenant, ça se passe très bien. Ils comprennent la façon dont on pêche et nous, on sait aussi adapter à leur façon de pêcher. La chasse sous-marine, en premier lieu, ça permet de connaître parfaitement le relief sous-marin d'une zone. Ça, déjà, c'est un avantage. J'allais dire, le pêcheur professionnel classique connaît sa zone, mais plus par tâtonnement, parce qu'il a jeté ses filets à tel endroit, il a accroché, il sait qu'il y a des rochers, il a capturé tel poisson. Nous, on a une vision réelle du fond. Ça, c'est déjà un gros avantage. On connaît aussi d'une certaine façon les modes de migration des poissons, comment ils se déplacent. Mais ça reste encore une expérience de jour déjà. Et c'est pas forcément transposable à la pêche au filet. Parce qu'il y a des endroits où en pêche sous-marine on voit du poisson et on les attrape pas forcément à cet endroit-là au filet. Dans mon activité professionnelle de pêcheur, la chasse sous-marine représente une part minime, j'allais dire, des captures. Le plus clair de mon temps que je passe sous l'eau maintenant, c'est pour faire la pêche aux oursins l'hiver. Dans les sorties, pour ramasser les oursins, il m'arrive de prendre un fusil et de tirer quelques loups quand je peux, quand je vois que c'est propice. Maintenant, actuellement, je passe moins de temps à prospecter les zones, notamment pour capturer des petits poissons. Donc après, le reste de l'activité de la pêche sous-marine, ça se résume l'été pour capturer des liches ou des beaux dentis ou un beau poisson. Voilà. La pêche sous-marine me permet de faire du qualitatif, de capturer de très beaux poissons et des poissons que je ne peux pas capturer par un autre moyen. La céréole étant un poisson qui commence à être connu dans la région, qui est très apprécié dans d'autres pays comme l'Italie, et au Japon notamment, ils ont une espèce de liche aussi, c'est très très couru. Et en France, c'est un poisson qui commence à être connu, notamment à cause de la raréfaction du thon. Donc les gens se dirigent un peu sur ce type de poisson qui donne une chair savoureuse et qui permet d'être mangé en tranches, vu la taille des poissons. Donc moi je chasse la céréole, on va dire de Cannes à Saint-Tropez environ, sur des secs, sur des zones de passage que je connais maintenant avec l'expérience. On commence à trouver la liche à partir, j'allais dire, du mois de mai, bien que j'ai eu capturé des spécimens au mois de mars, ça m'est déjà arrivé fin mars. J'allais dire qu'il y a deux grandes composantes qui permettent de voir et de capturer les liches.
Le régime du vent, on va dire que tout ce qui est vent de mer, tout ce qui fait bouger la mer est plutôt propice à la capture de la liche, et surtout la température de l'eau. Il est quand même relativement rare de croiser des liches quand l'eau est inférieure à 18 degrés. On va dire que c'est vraiment la température charnière. À partir de 18 degrés, c'est-à-dire donc fin mai, début juin, les liches commencent à être plus présentes, ou en tout cas on commence à plus les voir. Je pencherais plutôt pour la deuxième option, parce que je pense qu'elles sont quand même là quand l'eau est plus froide, mais elles sont beaucoup plus craintives, et donc en tant que chasseur sous-marin, on ne les voit pas. Maintenant, plus l'eau va se réchauffer et plus la thermocline va augmenter. Thermocline, c'est-à-dire la couche d'eau chaude qu'on trouve près de la surface en général. C'est dans cette couche d'eau que la liche va évoluer et va chasser. Il n'y a pas que la liche, le dentier aussi évolue dans cette couche d'eau chaude. Et c'est dans cette couche d'eau chaude que le chasseur doit concentrer ses efforts pour essayer de croiser la liche et la capturer. Si vous avez 10 mètres d'eau chaude, eh ben, la liche va se trouver souvent entre 0 et 10 mètres, même s'il y a 40 mètres de fond. Pareil, s'il vous reste 2-3 mètres d'eau chaude, ben, la liche va se retrouver totalement en surface. Il arrive des fois on se jette à l'eau sur un sec où il y a 30 mètres de fond, et en se jetant à l'eau, ben, on s'aperçoit que les liches, elles sont sous la surface. Voilà. Elles sont très difficiles à capturer quand c'est comme ça. En revanche, quand l'eau, surtout en fin de saison, en septembre-octobre, a une température uniforme jusqu'à 40 mètres, et ben la liche, elle passe généralement beaucoup plus profond. Là, on trouve des poissons, des gros poissons en général, qui évoluent à ras du fond, à toutes les profondeurs, tant que l'eau est chaude. Comme tous les poissons qui chassent, la liche aime capturer ses proies à l'aube et au coucher du soleil. Voilà, ça c'est vraiment les deux périodes d'activité où la liche est plus curieuse, où elle chasse les poissons. Surtout dans nos zones qui sont très fréquentées au niveau de la plaisance, elles ont plus tendance à s'approcher du bord à cette période-là. Elles sont toujours là un peu plus dans la journée. Elles ont à ce moment-là un comportement un peu plus indolent. Elles passent, elles nagent, mais beaucoup plus lentement. Là, on peut encore en capturer dans le bleu. On voit passer un poisson qui passe tout doucement, mais elles se tiennent en général un peu à l'écart de l'activité humaine.
Les précautions qu'il faut prendre pour pouvoir espérer croiser la liche, c'est la discrétion. La discrétion, ça commence au moment où on ancre le bateau, si on doit ancrer le bateau, toujours en aval du courant et en jetant l'ancre tout doucement, en la laissant vraiment se poser au fond pour faire le moins de bruit possible. Une fois qu'on s'est mis dans l'eau, c'est la même chose. On palme doucement, on a des mouvements calmes. Ça vaut pour la descente, une descente coulée, ample, parce qu'il n'est pas dit que la liche ne vienne pas nous voir dès la descente. Pareil au fond, on se pose, on évite de trop tourner la tête et on se fie aux petits poissons, à la mange et au mouvement de cette dernière pour anticiper l'arrivée d'une liche ou d'un prédateur. Quand je parle de liche, effectivement, ce qui est pas la vraie dénomination, je parle de la céréole, effectivement. La vraie liche étant la liche amie, qui est un poisson qui évolue en général dans les eaux saumâtres et dans des profondeurs beaucoup moins importantes. On peut trouver des liches amies sur les secs à liche classiques, mais c'est un poisson qu'on va croiser en général en fin de saison, septembre, octobre, novembre, à terre. Moi, j'ai eu pris des liches amies de 15-17 kg dans 2 mètres d'eau. Qu'au moment du tir, il est important de s'assurer de l'angle de tir. J'allais dire, c'est déjà une composante importante. Bien entendu, il faut que le poisson soit à portée. Plus un poisson est gros, plus il doit être à portée, parce qu'il faut pouvoir traverser le poisson pour assurer le combat qui va suivre. Donc l'angle idéal est de 3/4, arrière bien entendu, pour tirer une céréole. Surtout éviter, si c'est un gros poisson, d'autant plus de la tirer de face, voire de 3/4 face, parce qu'on la tuera rarement et le démarrage en général sera fatal à la flèche, car elle va se tordre. Bien entendu, avoir un matériel conséquent pour capturer la céréole. Grosse flèche, un ardillon costaud, voire un double ardillon, une bonne paire de sandaux pour propulser la flèche, un moulinet avec une réserve de fil, et un deuxième moulinet de secours pour le cas échéant pouvoir avoir une réserve de fil si la liche part très vite. Au mois d'octobre, je me mets dans l'eau sur un endroit où je sais qu'il y a des liches qui passent, un fond de 23 à 24 mètres. Et à la deuxième apnée, l'eau pas très claire, 4-5 mètres de visibilité, en fin d'apnée, j'ai un poisson d'une vingtaine de kilos qui s'approche. Je la tire bien, 3/4 arrière, parfaitement. Et le fil du moulinet se bloque au niveau des sandaux, donc ça m'est déjà arrivé, c'est pas la première fois. Donc la liche commence à partir, je reste accroché au fusil, je prends mon moulinet de ceinture qui coince une première fois, j'accroche sur les sandaux et je commence à remonter. Et là, le moulinet de ceinture a également bloqué, donc j'avais les 2 moulinets bloqués et j'étais obligé de larguer tout le matériel. En 20 ans de pêche sous-marine, j'ai perdu un fusil et un moulinet, donc de cet incident, on peut en tirer plusieurs enseignements. Éviter de tirer un poisson en fin d'apnée, parce que la réserve d'air en cas d'accident, elle est très limitée, les événements s'enchaînent rapidement. Vérifier que le moulinet de ceinture soit opérationnel, ça je ne l'ai pas fait avant de descendre. Et donc là, c'est la deuxième erreur qui m'a conduit à perdre tout le matériel, quoi. Et heureusement que j'étais entraîné parce que je fais, on va dire, une remontée un peu difficile, quoi. Donc, quand on voit que de toute façon, on pourra pas remonter le poisson ou on ne pourra pas récupérer le matériel, on lâche tout, c'est pas grave. Un fusil, ça se rachète. Voilà, quoi. Ça, c'est une anecdote qui permet de bien s'apercevoir ô combien il est important de bien préparer en amont sa sortie et sa capture.
que la céréole, c'est un poisson qui migre, on va dire. Alors entre guillemets, migrer, parce que je ne pense pas qu'elle fasse des gros voyages. Par contre, la pression de pêche, et notamment la pression de pêche à la ligne avec l'avènement du jig, a conduit à un nombre de captures croissant. Maintenant, se raréfier, on ne peut pas encore se prononcer en ces termes. Je dirais que ces années-là, il y en a un peu moins. Maintenant d'une année à l'autre, ça varie. Ça dépend des conditions climatiques, je dirais. Pour l'instant, non, ce n'est pas un poisson en voie de raréfaction. L'élevage de la céréole est très anecdotique, voire expérimental en Méditerranée. Il se fait avec succès dans des pays comme le Japon et l'Australie. En France, à part quelques poissons gardés en captivité, je n'ai pas connaissance de réels programmes de développement. Par contre, c'est un poisson qui grandit très très vite et ça peut être une voie intéressante pour l'avenir, pour remplacer le loup et la dorade, voire compléter l'élevage de ces poissons. Notre céréole, dont une espèce voisine fait l'objet d'une production aquacole très importante au Japon, possède un cycle de croissance rapide, incitant les aquaculteurs à réfléchir à son développement. Depuis 1927, le Japon a développé l'élevage d'une espèce de céréole qui représente en 2008 150 000 tonnes annuelles, soit 60% de sa production piscicole. En comparaison, la France produit seulement 6 000 tonnes de bars et dorades par an. La céréole, mets traditionnel au Japon, est savourée en sashimi, ce qui explique une demande très importante sur ce marché. Le problème est que l'essor de la filière d'élevage repose entièrement sur la capture de juvéniles sauvages et que ce stock, au fil des décennies, a régressé. Les alevins de 10 à 15 mm capturés avec des filets à maille fine sont vendus aux spécialistes de l'alvinage qui les placent en nurserie jusqu'au stade juvénile, entre 5 et 200 grammes, avant d'être revendus aux spécialistes du grossissement. Il faut 1 à 3 ans pour obtenir une céréole commercialisable qui pèse entre 2 et 7 kg. Le niveau de la production japonaise a réussi à se stabiliser grâce à un système d'exploitation quasi industriel, auquel s'associe une industrie de la transformation florissante. Cependant, cette filière d'élevage souffre encore de 2 contraintes majeures qui excluent pour l'instant toute exportation de savoir-faire vers d'autres pays. La première contrainte est technique. La production et le grossissement d'alevins en écloserie, encore très mal maîtrisés, ne permettent pas d'obtenir le nombre de juvéniles nécessaires au démarrage d'une activité. La deuxième contrainte, d'ordre économique, touche l'alimentation des céréoles en grossissement. Elle est basée sur l'utilisation de nourriture fraîche ou congelée qui coûte 3 à 5 fois plus cher que les aliments secs granulés employés pour le grossissement du loup et de la dorade par exemple, ce qui exclut sa commercialisation à un prix attractif. La mise en place d'une filière de production de céréoles en Méditerranée implique que l'essentiel des efforts techniques et financiers soit consacré à maîtriser la production d'alevins en écloserie, le chaînon manquant pour une production aquacole biologique et à trouver la bonne formulation pour un aliment composé performant et accepté par les céréoles. C'est dans cette direction que s'orientent les travaux de recherche aquacole entre le secteur privé et l'Ifremer. Il y a donc un nouveau marché à créer. La céréole étant peu connue des consommateurs parce qu'il y a peu d'apport de la pêche, son lancement devra bénéficier d'un soutien promotionnel et commercial important afin d'être adopté par les circuits de la grande distribution. Nicolas est à la fois chasseur sous-marin et pêcheur à la canne. Le Var est une zone très réputée pour la densité de ses espèces. C'est probablement dans ce département que l'on compte les plus belles prises, que ce soit à la canne à pêche ou à l'arbalète. Pour faire connaissance, il propose de m'emmener pêcher la céréole au vif avant d'aller retrouver Christian, son équipier pour la chasse sous-marine. À peine le vif est à l'eau derrière le moteur qu'une touche franche fait plier la canne. Déjà une céréole ? C'est pas très gros. À mon avis un barracuda ou peut-être un denti. Ça se bat pas du tout. Oula. Tiens, regarde, tu le vois? Voilà. Barracuda. Il nous a bouffé le cébro, le seul vif qu'on avait. Et il est beau. Hein.
Alors. Et voilà. Voilà. Beau barracuda méditerranéen. Et qui vient de manger notre seul vif, unique vif pour la céréole. Poisson qui doit faire 6 kilos, à peu près. 5-6 kilos. Voilà. Bon. Et ben... Il y en a beaucoup ici dans la région. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est des espèces qui, il y a une dizaine d'années, qui tournaient autour de 2-3 kilos maximum et qui ont grossi petit à petit. On en trouve toujours beaucoup au bord, moins, et on trouve encore de gros spécimens maintenant au large sur les secs comme ça. Et avec des poissons qui montent à 8, 9, jusqu'à 10 kilos. Mais et qui j'espère continueront à grossir. Voilà. Donc les espèces visées en traîne lente comme ça, il y a donc les barracudas, les cérioles qu'on cherche principalement, Denti aussi. Il y a des très belles journées où tous les poissons chassent ensemble, mais c'est vrai que c'est beaucoup des poissons qui chassent en banc. Et le jour où il y a un gros banc de barracuda, il y a moins de cérioles. Il y a des très belles journées où on a des bancs de cérioles, on arrive à faire des doublés. Denti, ils sont un peu plus profonds, Denti, c'est des prédateurs un peu plus profonds. Donc eux arrivent à être là même quand tout le monde est dans l'eau. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, bon, tout le monde fait des barracudas et personne n'a vu de céréales pour l'instant. Donc c'est eux qui sont sur les secs. La passion pour la céréole date depuis tout petit, mais vient surtout d'une passion pour les gros poissons, que ce soit en pêche ou en chasse sous-marine. Et dans les eaux méditerranéennes et surtout ici, la céréole c'est le gros poisson local. Donc c'est vrai que, mis à part le thon, qui est une rencontre très occasionnelle et sur laquelle on ne peut pas tabler, la céréole c'est le gros poisson à rechercher, soit en pêche comme ça à la canne, soit au fusil, sur les secs ou au bord. À certaines périodes de l'année plus particulièrement, mai-juin, on a les premières arrivées, elles remontent du fond, et puis ensuite beaucoup en fin de saison, c'est-à-dire septembre, octobre et jusqu'en novembre si les eaux se refroidissent pas trop. Le frai a généralement lieu autour des mois de mai-juin. C'est vrai que souvent les céréales qu'on prend à cette époque-là ont des œufs ou de la laitance. Alors en pêche on peut les relâcher, en chasse non. Alors que dès qu'on les prend plutôt en fin de saison, là c'est des poissons qui ont déjà frayé et qui sont plus pleins du tout. Les cérioles, enfin à cette époque, se tiennent sur des spots, on pêche beaucoup des remontées, des secs. En chasse, c'est souvent des endroits sur lesquels on peut aussi chasser. En pêche, on n'est pas limité par la profondeur, c'est-à-dire qu'on arrive à prospecter, alors par exemple au jig, des tombants qui descendent jusqu'à 80 mètres, chose qu'on ne peut pas faire en apnée. Mais c'est souvent des secteurs qui sont assez proches. En chasse, on se cantonne à la tête des secs, entre 15 et 25, alors qu'en pêche, on peut aller un peu plus profond. Et en chasse, on les trouve aussi au bord, surtout en fin de saison. Et là, pour le coup, c'est pas du tout des endroits qu'on prospecte en pêche, ni à la traîne, ni au jig, ou que ce soit. C'est uniquement réservé à la chasse. Nous avons retrouvé Christian, son coéquipier, aux abords du Cap Camara, sur un spot où il voit régulièrement des cérioles tourner. Premier agachon pour se chauffer. C'est Nicolas qui commence, pendant que Christian fait sa sécurité en surface. Il y a à peine une dizaine de mètres. L'observation commence. À bout de souffle, je quitte le fond pour aller chercher un peu d'air. C'est à ce moment qu'un poisson attiré par le mouvement vient dans notre direction et remonte dans mes palmes. Je ne l'ai pas vu venir. Nicolas le tire. Je n'ai rien vu, n'imaginant pas une seconde qu'une liche viendrait au premier agachon. Christian, qui a vu toute la scène, est déjà sur le poisson pour le doubler. Ces poissons ont une telle vivacité qu'ils se déchirent facilement lorsqu'ils ne sont pas atteints dans une zone vitale. Cette liche amie fait environ 8 kilos. Les plus grosses que j'ai vues faisaient plus de 40 kilos. C'est un poisson plus solitaire que la céréole.
Sa rencontre est rarement préméditée. D'ailleurs, je ne connais pas de chasseur qui décide d'aller spécifiquement chasser la liche. C'est un poisson de hasard. Elle vient se nourrir à la côte en acculant ses proies au bord, dans l'eau saumâtre des estuaires ou le long des jetées. Alors en chasse, quand on recherche spécifiquement les cérioles et les liches, et c'est souvent, on recherche en même temps souvent les dentis, il faut des fusils puissants. Donc on utilisait avant beaucoup de fusils carbone avec un 100 d'eau. Depuis quelques temps, on est passé sur des fusils bois avec 300 d'eau qui permettent d'avoir un gain de puissance et de portée. Le moulinet est très très important. Il y a aussi la possibilité de relier soit le fusil, soit la flèche à une bouée, mais c'est un peu disproportionné. Ce sont des poissons qu'on arrive quand même, sauf exception, à ramener avec un simple moulinet et une quarantaine de mètres de fil. Ce qui est très important en revanche, c'est de soigner les montages, que ce soit les fils nylon qui sont souvent slivés, les nœuds de raccord entre le nylon et le moulinet, la qualité des ardillons. C'est souvent ça qui fait qu'on perd un beau poisson ou qu'on arrive à le sortir. La chasse sous-marine, nos spots de chasse sous-marine sont essentiellement situés dans le golfe de Saint-Tropez. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un endroit qui est très propice à ça. Il y a beaucoup de passages de poissons, il y a beaucoup de secs, quelques épaves, et puis beaucoup de poissons fourrages qui forcément attirent les prédateurs. Donc c'est des poissons, les cérioles sont des poissons qui bougent beaucoup, donc on connaît les lieux de passage, elles sont rarement sédentarisées. Donc tout le but est d'arriver à tourner sur les différents points, sur les différents secs, sur les remontées qu'on a, et en espérant avoir la chance d'en croiser une, et en se fiant un petit peu à l'activité, la présence du poisson fourrage, à la vie qu'on trouve sur les secs. Mais c'est vrai qu'on a une chance très nette dans le golfe d'avoir des passages de très beaux poissons, et que ce soit cériole ou lichami. Le gros handicap du golfe de Saint-Tropez, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, pas pour la pêche. Donc il y a une très très grosse circulation de bateaux, ce qui fait que c'est ça qui restreint en fait beaucoup la chasse. C'est-à-dire que surtout sur les périodes estivales, dès 11h du matin et jusqu'à 6h le soir, il y a un tel trafic sur l'eau que les poissons sont moins présents et la chasse devient aussi un peu dangereuse, même en signalant avec des drapeaux ou des bouées. Donc c'est vrai que on chasse essentiellement le matin et le soir, parce que les poissons sont là, mais aussi du fait de l'activité des bateaux à la surface de l'eau. L'agachon, qui consiste à se mettre à l'affût au fond, est la technique de base pour les liches et les cérioles. Nicolas et Christian ont mis au point une technique complémentaire inspirée des chasseurs du Grand Bleu. Lorsque l'agachon ne donne rien, ils agitent de haut en bas de curieux mobiles, lançant des éclats lumineux comme un poisson blessé qui se débat en tous sens. C'est une proie facile pour les prédateurs. Peu importe la forme et les couleurs de ces objets, chacun aime à les confectionner à son idée avec du matériel de récupération pour attirer la curiosité et l'appétit des poissons. Encore faut-il qu'ils soient dans les parages. Lorsqu'un poisson se dirige vers le leurre étincelant, le chasseur descend à la coulée pour le tirer. Généralement, le poisson ne s'éternise pas devant l'objet, une fois sa curiosité satisfaite. Le grand intérêt de la cériole et de la liche, outre sa taille, c'est ses qualités de combattant. En pêche, c'est ça il est courant de passer un quart d'heure ou 20 minutes pour essayer de remonter un poisson, surtout sur des lignes un peu fines. Et au fusil, c'est des poissons qui sont explosifs. C'est-à-dire qu'il faut un matériel adapté, un moulinet forcément, il faut des montages assez costauds. Soit on a la chance, il faut bien évidemment soigner le tir. On a parfois la chance de sécher le poisson, soit en le tirant près de la tête ou alors en lui cassant la colonne. Mais un poisson qui n'est pas séché plante souvent un gros démarrage, arrive à sortir 30 ou 40 mètres de fil de moulinet. Et il faut plusieurs minutes avant d'arriver à soit ramener le poisson, soit de pouvoir le faire doubler par son coéquipier. Ce sont des poissons qu'on peut rentrer dans toutes les couches d'eau. C'est des poissons qui peuvent, même en été, se tenir sur des fonds d'une centaine de mètres et qui remontent ensuite sur des plateaux et sur le haut des secs pour chasser. Donc on arrive on les croise de temps en temps sur les sommets des secs, donc on va dire entre 15 et 25 mètres. Et puis on arrive à les croiser, notamment les lichamis, dans très très peu d'eau. C'est-à-dire qu'on a de temps en temps la chance d'en croiser et d'en tirer sur des fonds de 2 mètres en cherchant des poissons plus près d'habitude du bord, comme les loups, les sards, et de tomber nez à nez avec des très gros poissons qui viennent chasser au bord, surtout le soir et le matin. Une sortie de traîne classique,
commence par la recherche des vifs. C'est le nerf de la guerre. Donc généralement, on les cherche au bord ou le matin tôt près des gros yachts qui stationnent généralement à Saint-Tropez. Donc le principal vif recherché ici, c'est le sévreau. C'est ce qu'on attrape le plus facilement avec des tout petits leurres. L'idéal, c'est aussi d'avoir quelques mulets qu'on peut essayer d'avoir pris la veille ou des oblades. Donc une fois qu'on a fait le plein de vifs, c'est-à-dire qu'il faut en avoir au moins une petite dizaine, on monte sur les secs sur lesquels on peut trouver les cérioles. Alors, dès qu'on a mis en traîne pour la cériole, il y a deux choses. Soit on pêche un peu à vue en fonction de l'activité de surface, si on repère des chasses au loin, si on voit justement qu'il y a des bancs de poissons fourrage qui sont attaqués par les cérioles, ça peut orienter notre prospection. Ou alors en allant directement sur des lieux qu'on sait être des bons spots à cérioles ou à dentis, et en cherchant, en se baladant, en essayant de prospecter plusieurs couches d'eau, avec des lignes plus en surface et des lignes un petit peu plus profondes. Les poissons cherchés les plus petits poissons commencent autour de 10 kg, les plus petites cérioles, et on arrive à toucher des poissons qui font presque jusqu'à 50 kg. Donc on va dire qu'entre 10 et 20, c'est des poissons qui généralement sont, sauf s'ils sont abîmés, qui sont relâchés. Et après, ça reste des poissons un peu plus trophées qu'on garde généralement pour être mangés. Voilà. Sauf très belle pêche, auquel cas on peut être amené à relâcher des poissons plus gros. Entre les deux, mon cœur balance, c'est le grand dilemme chaque fois qu'on a un petit peu de temps, c'est de savoir si on va les pêcher ou chasser. Ça dépend un petit peu du temps. Ça dépend justement des endroits où les poissons ont été vus. C'est vrai que si elles ne sont pas encore remontées ou du fait de la thermocline, choses comme ça, qu'elles se tiennent très bas, on va plus aller les chercher à la canne. Ça dépend aussi un petit peu des partenaires du jour. La pêche à la canne permet d'emmener même des débutants, il n'y a pas de souci. Alors qu'au fusil, ça reste une pêche quand même où il faut être un petit peu plus aguerri parce que c'est souvent des pêches un peu plus profondes. Donc si par exemple Christian est avec moi, je vais pêcher au fusil. Si je suis avec un débutant ou quelqu'un qui a moins d'expérience, on partira chercher les cérioles à la canne. Nicolas et Christian sont de fins chasseurs de cérioles. Leurs sorties en mer de juin à octobre sont axées sur la recherche de ce poisson. Je les ai suivis pendant toute cette période, mais je n'ai pas eu la chance d'être là le jour J, celui de la prise d'un beau poisson. Ce n'est que partie remise, et cela n'a en rien diminué mon intérêt grandissant pour ces poissons. Au contraire, au fil de nos sorties, j'ai engrangé des connaissances. Leurs connaissances du poisson et du terrain qui me seront utiles pour à mon tour espérer prendre un beau poisson. Je les en remercie. C'est une véritable passion presque obsessionnelle qui anime la plupart des chasseurs qui ont eu la chance de croiser et de tirer une cériole. D'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes des serial killers. Sur le forum de chasse sous-marine, j'ai rencontré Lionel. Il fait partie de cela. Il suffit de prononcer le mot cériole pour que ses yeux s'illuminent et qu'il en parle. Cette passion m'est venue, un jour j'ai croisé un premier spécimen de cériole et je suis de suite tombé amoureux du poisson. Parce que j'en croise très rarement et quelques amis en tiraient quelques-unes. Ça m'a donné l'envie moi aussi d'arriver à les chasser. Donc c'est un poisson qui va de 2 kg à 60 kg, qui peut aller jusqu'à 60 kg. C'est un poisson que je rencontre assez fréquemment sur nos côtes, mais qui est très très difficile à faire. C'est un poisson roi. Donc ce qui me plaît dans la cériole, c'est la recherche déjà de la cériole, parce que ce sont des poissons qui affectionnent des coins vraiment magnifiques, exposés au courant, avec beaucoup de manges, vraiment de très jolis coins. La meilleure saison pour la cériole débute en fait fin mai, début juin, quand les eaux commencent à se réchauffer. On les croise plus facilement au bord, en terre, sur les secs. La profondeur à laquelle on peut les croiser en fait en début de saison avoisine les 15 mètres. Et ensuite, durant l'été, on peut arriver à croiser de très très gros spécimens dans 5 mètres d'eau en bordure de plage pour chasser les mulets. La cériole affectionne beaucoup la mange, ce qu'on appelle la mange, donc les blades, les mulets,
toutes sortes de poissons. Moi, j'utilise uniquement la technique de l'agachon, contrairement à ce que certains disent, et non pas la coulée. Et j'appelle le poisson en faisant des bruits de gorge, exactement comme pour le loup, ou un petit peu moins pour le denti. Les précautions à prendre pour la céréole, c'est un bon poste d'agachon, donc toujours dans le courant, un tombant ou un sec, là où le courant passe, où la mange est bien présente. Et contrairement au denti, je vous dirais de plus vous montrer à la céréole qui, je le rappelle, n'a pas de prédateur. Donc en fait, on va attiser sa curiosité et c'est ce qui va la faire approcher le plus rapidement du chasseur. Comme tout prédateur, la céréole en fait a différents comportements. Il se peut, quand le courant est très fort, que la céréole vous nargue, vous regarde simplement et ne vient absolument pas au contact du chasseur. Alors que quand elle est en période de chasse, elle arrive de la mange et elle descend vous voir directement. C'est là en fait que le cœur commence à battre et que l'instant du tir est magique. L'approche n'est pas rapide, on n'est pas dans le cas d'un loup qui va venir se jeter directement sur la flèche. La céréole est quand même beaucoup plus zen, si je puis dire, et elle va venir doucement à la rencontre du chasseur. Les cérioles arrivent à s'approcher pratiquement à 1 mètre du chasseur, donc ce qui est relativement près pour un poisson de cette taille. Lorsque c'est le moment du tir, en fait, moi je cherche à tirer derrière l'ouïe. C'est une zone que j'affectionne tout particulièrement parce que ça assomme un petit peu le poisson, vu que je tire avec des flèches de 7 mm. Certaines personnes disent aussi que dans la queue, à l'arrière de la queue, ça la gêne pour nager et le poisson se travaille beaucoup mieux par la suite.
Mais à éviter le tir dans la tête, au-dessus des yeux, car là, il y a l'os du crâne et là, j'ai déjà perdu quelques sérioles malheureusement sur des tirs de cette sorte. Généralement, je pense à rien, parce que si je pense à quelque chose, je risque de les manquer. Donc pensez à assurer son tir et à bien viser l'endroit où je vais mettre la flèche. Quand la sériole est atteinte, si je puis dire, elle va marquer un temps d'arrêt. Il se passe toujours environ 4 à 5 secondes où le poisson est un peu déstabilisé. Et par contre, après, c'est le rush. Après, c'est le gros démarrage, pliage de flèches. Et là, le matériel, justement, on doit avoir vraiment du bon matériel pour arriver au bout de ce combat qui s'avère être difficile. La sériole, une fois fléchée, va vous prendre en moyenne 20-25 mètres de fil. Et c'est là que le combat commence. Donc généralement, ce que je fais, je vais bloquer, je vais remonter en surface, je vais bloquer mon moulinet et je vais laisser faire le poisson. Donc la travailler, mais toujours garder le fil tendu. Toujours. Mettre son corps en opposition et la laisser se fatiguer. Et au fur et à mesure, je remonte doucement le fil de mon moulinet jusqu'à arriver au poisson et la saisir par l'ouïe. Généralement, s'il y a un équipier avec nous, le mieux c'est évidemment de doubler le poisson, arriver une dizaine de mètres sous la surface, de doubler la sériole afin d'éviter encore quelques minutes de combat supplémentaires. Concernant le matériel, moi j'ai opté pour le bois. Je trouve que ce sont des fusils beaucoup plus denses par rapport à des modèles en carbone et que en fait, le montage double sando est beaucoup mieux encaissé par des fusils en bois. Nous avons beaucoup moins de recul, donc une précision accrue. De plus, sur ces modèles, le bois est travaillé de telle sorte que les sandos en fait, rentrent le long du fût. Et pour les déplacements latéraux dans le courant, rappelez-vous, la sériole se chasse dans le courant. Le fusil est très maniable parce que la sériole, bien évidemment, n'arrive jamais dans le même sens. En 2005, j'en ai tapé. J'ai tapé donc mon record. Il y a eu 2 ans creux et la 3e année, cette année, j'ai tapé 3 spécimens en 3 semaines, en début de saison, au mois de juin. Donc c'est vrai que ce phénomène de 2 ans, de rotation de 2 ans, c'est peut-être vrai. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour tous les poissons. La mange, déjà aussi, les anchois, ça fait quelques années qu'on voit beaucoup moins d'anchois dans nos parages. Et vous savez très bien que les anchois, tout ce qui est mange, tiennent le poisson. Donc évidemment, moins d'anchois et moins de sérioles. Donc, concernant mes prises de cette année, j'ai fait 3 liches, mais il y en a une qui m'a marqué, c'est en fait la liche de 15 kg que j'ai fait vers mi-juin. En fait, j'ai chassé pendant 2-3 heures à 500 mètres en larguée du bateau sur des fonds allant de 15 à 22 mètres.
Et évidemment, le dernier agachon, je l'ai fait sous le bateau car j'avais vu la présence de mange et cette liche, enfin, ces 2 liches sont sorties de nulle part et j'ai réussi donc à flécher ce spécimen de 15 kg. Un très bon souvenir. La céréole est présente dans toutes les mers et océans. Lorsqu'on est passionné comme ces chasseurs que nous avons croisés, c'est un prétexte suffisant pour décider d'un voyage de chasse. Direction la mer de Cortés au Mexique, puis le golfe de Floride aux États-Unis et enfin le Cap-Vert. De juin à novembre, les eaux bleues et chaudes de la mer de Cortés en Basse-Californie au Mexique concentrent toute la chaîne alimentaire. C'est la promesse de rencontrer dans la même journée toutes sortes d'espèces pélagiques dont la céréole, une espèce voisine de notre espèce méditerranéenne. Son comportement et ses habitudes sont identiques. Elle est cependant bien moins craintive et méfiante malgré la pression de pêche dans cette zone. En effet, la mer de Cortés et ses poissons attirent de nombreux chasseurs et pêcheurs américains. C'est à peine à 2 heures de vol de Los Angeles. Ici, les cérioles que nous avons rencontrées faisaient entre 10 et 40 kilos. Elles sont partout, près des pointes exposées au courant et sur les secs. On les a vues tous les jours en petits groupes. La densité de ce poisson justifie que l'on choisisse son poisson en fonction de la taille. Une cériole de 4 ans pèse environ 8 à 10 kilos. Il est conseillé d'être équipé d'arbalètes puissantes pour tirer les plus gros poissons. Le matériel utilisé ici permet de propulser une flèche d'1 kg et de 9 mm de diamètre avec 300 d'eau à une distance de 6 mètres. Même tirée dans le crâne, la flèche traverse et tue net le poisson. Direction l'océan Atlantique en Floride, un État américain où la chasse sous-marine est autorisée avec des bouteilles de plongée. Cette séquence de chasse à la céréole a été tournée par le chasseur lui-même, à moins d'une centaine de milles au large de Sarasota. La profondeur maximale est de 50 mètres. Le fond sableux est jonché d'épaves, de structures métalliques et de décombres divers formant un récif artificiel où la vie sous-marine est soudainement exubérante. Dans ces conditions, on se demande pourquoi chasser en bouteille. C'est une exception culturelle désuète, car presque partout ailleurs dans le monde, la chasse sous-marine n'est autorisée qu'en apnée. En Floride, quelques irréductibles continuent de pratiquer avec des bouteilles de plongée. Les mentalités évoluant rapidement grâce à Internet, ils seront de moins en moins nombreux et on peut espérer que leur réglementation finira par changer. Ils ne peuvent pas prendre le risque de tirer de très gros poissons. Ils doivent absolument rester maîtres de leur profondeur d'évolution et du temps passé sous l'eau. Leur bouteille d'air sur le dos n'est même pas une sécurité. Lorsqu'une céréole se débat au bout de la flèche, elle attire ses congénères. Et il est assez facile de tirer sur ces poissons qui tournent sans conscience du danger. Sans parler d'éthique, simplement pour une question de sécurité, 2 cérioles blessées dévidant le fil des moulinets peuvent créer des situations dangereuses pour les chasseurs dans l'eau. On comprend pourquoi cette chasse apparemment facile n'est pas sans risque. J'ai demandé au plongeur qui a filmé cette scène pourquoi il n'essayait pas de chasser en apnée. L'idée a fait son chemin et il m'a envoyé un message pour m'annoncer qu'il s'était inscrit à l'Apnée Academy de Miami. En 3 jours de formation, il a progressé jusqu'à atteindre 40 mètres de profondeur. Cela ne signifie pas qu'il chassera à cette profondeur, mais psychologiquement, il sait que désormais, avec un peu d'entraînement, il pourra chasser en apnée et ressentir des sensations bien plus fortes. On traverse l'Atlantique pour rejoindre les îles du Cap-Vert. Ces îles, en plein océan face au Sénégal, sont réputées pour la richesse des ressources halieutiques. La technique de la coulée fonctionne bien en pleine eau sur les cérioles qui ne se méfient pas du chasseur. L'eau souvent trouble facilite l'approche au plus près avant le tir. Un chasseur n'est plus tout à fait le même à partir du jour où il ramène ce magnifique poisson du Grand Bleu. Je retiendrai de cette chasse qu'elle ne s'improvise pas. Il faut d'abord apprendre à localiser les points de rencontre et savoir se placer au fond. Il faut disposer d'une arbalète puissante, de moulinets fiables ou une bouée de surface. Il faut savoir garder son sang-froid pour gérer le combat dans la limite de l'apnée et de la profondeur.
C'est pourquoi un équipier est indispensable et rassurant. Il faut savoir se fixer une taille raisonnable de capture en fonction de son expérience et tirer dans une zone vitale. Et enfin, ne jamais oublier qu'un poisson ne vaut pas que l'on prenne des risques inutiles.